fin 2021, le gouvernement d'Emmanuel Macron s'est félicité de la situation économique de la France. La croissance du PIB a été de 7%. Le taux de chômage serait au plus bas depuis 15 ans, autour de 7,6% selon l'INSEE. Et la France aurait fait mieux que ses partenaires de la zone euro. Bref, la situation économique n'aurait jamais été aussi bonne. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais ce satisfecit gouvernemental correspond-il à la réalité? Y a-t-il eu un miracle Covid? L'économie française se porte-t-elle mieux en 2021 qu'en 2019? Dans l'intervalle, une bonne partie des Français a été empêchée de travailler, de produire et de réaliser du chiffre d'affaires. Et pourtant, le gouvernement nous dit que la performance, la situation économique du pays n'ont jamais été aussi bonnes. N'y a-t-il donc pas là un paradoxe? Les chiffres qui nous ont été présentés ne sont-ils pas un trompe-l'œil? Une illusion qui finira par s'estomper et laisser place à une incompréhension générale? Voyons ça d'un peu plus près. Entre 1970 et 2019, la France a perdu en moyenne un demi-point de croissance du PIB tous les 10 ans. Le ralentissement de la croissance sur ces 50 dernières années est donc structurel. Le potentiel de croissance du PIB est aujourd'hui estimé à environ 1%. Cela signifie qu'en l'absence d'effets conjoncturels, le PIB devrait croître d'environ 1% chaque année. L'OCDE estime en effet à 1,2% la croissance potentielle du PIB de la France en 2019 et à 0,9% en 2020. La Commission européenne donne quant à elle des chiffres légèrement inférieurs. À fin 2019, la courbe d'évolution du PIB réel aurait donc dû être celle-ci. Et voici la courbe d'évolution réalisée, même si les chiffres 2021 ne sont pas encore définitifs. Le PIB réel a diminué de 7,9% en 2020 et a remonté de 7% en 2021. La différence cumulée entre PIB potentiel et PIB réalisé, qui est matérialisée par la surface en rouge, est ce qu'on appelle l'output gap, c'est-à-dire l'écart entre le PIB potentiel et le PIB constaté. Cet écart est déjà significatif et, en soi, ne permet pas de se satisfaire de l'évolution de l'économie française ces 2 dernières années, au contraire. La croissance spectaculaire de 2021 est aussi due à un effet de base. Si l'on compare 2021 à 2019, on a en réalité une légère décroissance, le PIB en volume n'ayant pas encore retrouvé son niveau de 2019. Les achats, les projets et les investissements des agents économiques qui auraient dû être faits en 2020 ont été reportés en 2021, ce qui explique une partie du rebond. Bien entendu, on peut se dire que, compte tenu de la situation sanitaire, cela aurait pu être bien pire et que l'action du gouvernement a permis de limiter la casse. Il n'en demeure pas moins que ces chiffres de PIB décevants dans l'absolu ont aussi été obtenus au prix de déficits budgétaires colossaux et d'une croissance de l'endettement public jamais vue en 2 ans. Suite au déficit de 9,2% de PIB en 2020 et de 8,2% en 2021, la dette publique atteint désormais le niveau de 115% de PIB à fin 2021. Nul doute que ces déficits sont pour beaucoup dans la décrue apparente du taux de chômage en 2021. La dépense publique a été utilisée pour maintenir l'emploi pendant la crise sanitaire. En 2020, le taux de chômage a connu une évolution erratique. Il a baissé dans un premier temps, puis est remonté en flèche, avant de rebaisser en fin d'année pour finir à 8%. En raison des confinements, de nombreuses personnes sans activité se sont retrouvées dans l'impossibilité de chercher un emploi. Elles n'étaient donc plus comptabilisées dans les chiffres du chômage, ceux de la catégorie A, et ont basculé dans ce qu'on appelle le halo du chômage, qui correspond peu ou prou aux autres catégories. En 2020, le nombre de demandeurs d'emploi de la catégorie A, le vrai chômage au sens du BIT, avait reculé en fin d'année. Mais le halo autour du chômage avait quant à lui fortement augmenté, ce qui n'est plus le cas en 2021, tout du moins d'après les statistiques officielles. Le taux de chômage a entamé une légère décrue fin 2021, essentiellement pour 2 raisons. Une forte hausse des créations d'emplois et une augmentation de la population active. Le fort rebond des emplois s'explique aussi en partie, comme pour le PIB, par un effet rattrapage. Les embauches qui n'ont pas pu être réalisées en 2020 ont été décalées sur 2021. La population active a aussi augmenté, ce qui fait mécaniquement baisser le taux de chômage. L'INSEE estime que cette décrue pourrait perdurer jusqu'au milieu de l'année 2022. Mais il ne faut pas se leurrer.
Une fois l'effet rattrapage dissipé, la croissance du PIB et le rythme des créations d'emplois devraient ralentir, et ce, d'autant plus vite que les aides gouvernementales seront retirées. Comme nous l'avons dit, ces résultats en demi-teinte ont été obtenus au prix de déficits publics colossaux. L'une des conséquences de cette politique a été d'augmenter sensiblement le ratio dette publique sur PIB. Une autre, moins évidente à première vue, est d'avoir creusé le déficit de la balance commerciale. En comptabilité nationale, on a l'identité suivante, où S représente l'épargne privée, I l'investissement, T les recettes fiscales, G les dépenses publiques, X les exportations de biens et services et M les importations de biens et services. Cette équation provient de l'égalité comptable entre les ressources et les emplois telle que définie par la comptabilité nationale. Y est le PIB. On sait aussi que le revenu se répartit entre consommation, épargne et impôts. En remplaçant Y par cette expression dans l'identité emploi-ressources, on obtient la formule qui fait apparaître l'excédent ou déficit public et l'excédent ou déficit courant. T-G est ce qu'on appelle l'épargne publique. Si G est supérieur à T, on a un déficit public. X-M est le solde de la balance des transactions courantes. Il est en déficit chaque fois que M est supérieur à X. Quand on constate que la hausse du déficit public s'accompagne d'une hausse du déficit commercial, on parle de déficit jumeau, les deux déficits évoluant plus ou moins en parallèle. Pour que la hausse du déficit public ne s'accompagne pas d'une hausse du déficit extérieur, il faut que le solde épargne privée moins investissement diminue du même montant. En France, le lien entre les deux déficits est établi depuis une trentaine d'années. Entre 2019 et 2021, la hausse considérable du déficit public en réponse à la crise sanitaire a été accompagnée d'une forte dégradation de la balance commerciale. L'année 2021 marque un record. Le déficit commercial s'établissait à près de 78 milliards d'euros en novembre. Il était de 65 milliards en 2020 et de 58 milliards en 2019. La balance commerciale intégrant les services était déficitaire de 44 milliards en 2020, après un déficit de 22 milliards en 2019. Sur la même période, le déficit public a progressé d'environ 166%. Il était de 75 milliards en 2019 et devrait avoisiner les 200 milliards en 2021, après le pic de 212 milliards atteint en 2020. La France se caractérise par un taux d'épargne insuffisant qui induit un déficit courant et une dette extérieure croissante qui devra être remboursée tôt ou tard. La faiblesse relative de l'épargne ou l'excès relatif de consommation pèsera sur les générations futures. Ce sont elles qui devront fournir un effort d'épargne, c'est-à-dire réduire leur niveau de consommation. La croissance de la dette extérieure peut à terme s'avérer insoutenable et avoir un impact négatif sur la croissance du PIB si les taux d'intérêt venaient à augmenter. Certains s'inquiètent du niveau atteint par la dette publique dans certains États européens comme la France. La gestion de la crise sanitaire a entraîné l'explosion des déficits publics de la France et donc un surcroît d'endettement. Comme nous l'avons vu, l'État français émet des titres de dette que lui achètent les banques commerciales. Si les banques commerciales gardent ces titres pour elles, il y a alors création monétaire. Autrement dit, le stock de monnaie en circulation dans l'économie augmente. Mais les banques peuvent aussi revendre ces titres aux particuliers, notamment au travers des produits d'assurance vie. Le compte courant du particulier est alors débité du montant des titres qu'il acquiert. Ainsi, la monnaie créée initialement disparaît. La dette publique devient alors un produit d'épargne et devra être remboursée, intérêts compris. Environ 40% de cette dette publique est ainsi détenue par les Français. Comme l'État a la possibilité de réemprunter ce qu'il doit à chaque échéance, c'est-à-dire de rouler sa dette, comme on dit, il n'est pas tenu de rembourser le capital, mais doit en revanche s'acquitter des intérêts. Les titres publics conservés ou acquis par les banques commerciales peuvent aussi faire l'objet d'un rachat par la Banque centrale. Dans ce cas, les titres publics sont remplacés à l'actif des banques par une augmentation du compte courant qu'elles détiennent auprès de la Banque centrale. La monétisation initiale à l'émission de la dette est alors confortée par le rachat des titres par la Banque centrale. La Banque centrale perçoit des intérêts sur les titres qu'elle détient et verse un intérêt sur le dépôt des banques commerciales quand les taux d'intérêt sont positifs.
Les flux sont inversés quand les taux sont négatifs. Tant que le rendement des titres est supérieur au taux de rémunération des dépôts, la Banque centrale réalise un bénéfice qu'elle doit reverser à l'État. Ce schéma est le même pour tous les États de la zone euro. Actuellement, le taux de rémunération des dépôts à la Banque centrale est négatif, ce qui signifie que les banques commerciales payent un intérêt à la BCE pour leurs dépôts chez elles. En revanche, pour les États européens qui lèvent de la dette à taux négatif, comme la France, c'est la BCE qui leur verse un intérêt. L'État français n'a donc pas à se soucier du montant des intérêts à payer sur sa dette, du moins pour l'instant. Le rachat de titres publics par la Banque centrale s'inscrit dans le cadre de politiques monétaires dites d'assouplissement quantitatif ou quantitative easing en anglais. Elles permettent aux banques commerciales de se délester de titres publics qu'elles ne souhaitent pas conserver à leur bilan. Par ces programmes de rachat, la Banque centrale assure la liquidité du marché et garantit aux banques de pouvoir se délester à tout moment de titres publics douteux. Cette garantie offerte aux banques par la Banque centrale permet à l'État de s'endetter sans limite, du moins tant que la Banque centrale n'en impose pas. Normalement, ces programmes sont limités dans le temps et la Banque centrale peut à tout moment revendre ses titres sur le marché. Mais ils peuvent aussi être prolongés en cas de besoin, voire amplifiés. Pour faire face à la crise sanitaire, les États européens ont généré des déficits plus ou moins importants en 2020 et 2021. Pour assurer leur financement et maintenir des taux d'intérêt très bas, la BCE a lancé en 2020 un programme spécial d'achat d'urgence face à la pandémie, le Pandemic Emergency Purchase Programme, pour un montant de 1850 milliards d'euros au total. Les principales banques centrales dans le monde ont renforcé leur politique déjà accommodante en mettant en place de nouveaux programmes de rachat d'actifs à l'instar de la BCE. Mais attention, si l'inflation s'installe durablement à des niveaux élevés, la BCE devra retirer des liquidités du marché et remonter ses taux directeurs, ce qui devrait conduire à une hausse des taux d'intérêt sur les marchés et engendrer par là même un ralentissement de la croissance et du rythme des créations d'emplois dans la zone euro. L'inflation récente a entraîné pour l'instant une réaction modérée de la part des marchés obligataires, les taux ayant assez peu remonté, ce qui tend à prouver que les détenteurs de titres obligataires pensent que l'inflation actuelle est transitoire et que la BCE ne diminuera pas de sitôt son programme de rachat d'actifs ni n'augmentera ses taux directeurs. Mais si l'inflation devait perdurer au niveau actuel, voire s'emballer, la BCE n'aurait pas d'autre choix que d'intervenir. Un tel scénario ne serait pas bon pour la croissance et l'emploi dans la zone euro, et tout particulièrement en France.